Bonjour, Maître Thomas Benagès. Merci beaucoup de nous donner du temps cet après-midi euh, dans le cadre d'un débriefing pour les auditeurs de François de cette émission. Vous êtes donc l'avocat du professeur Perron. Peut-être que dans le cadre de cette émission, ce serait bien que vous présentiez, que vous expliquiez comment vous êtes devenu l'avocat du professeur Perron, quelles sont les causes et votre expérience. Ce serait peut-être un bon début. Oui. Donc, moi, je suis donc Maître Benagès. Je suis associé dans le cadre d'un cabinet qui s'appelle Oravocat, qui a son siège social sur Lyon-Villeurbanne. Donc, nous sommes 3 associés, Emmanuel Duvilla et David-André Camous étant mes 2 associés. Dans le cadre de ce cabinet, nous traitons de problématiques liées au droit des affaires, au droit public et au droit de la santé. Donc, mon associé Emmanuel Duvilla, lui, s'occupe de tout ce qui va être partie privée, structure privée, profession libérale liée au droit de la santé. Et moi, je m'occupe de tout ce qui va être plus en lien avec les instances ordinales et les problématiques de droit public, ou alors en lien avec les collectivités ou les hôpitaux. Je conseille de nombreux hôpitaux, entre autres. Mais ce qui a fait que j'ai rencontré le professeur Perron, on se connaît depuis quelques temps déjà, c'est que je suis très actif dans le cadre des problématiques qui entourent la maladie de Lyme. Comme vous le savez, le professeur Perron est un expert mondial, un des plus renommés en ce qui concerne la maladie de Lyme. Donc, c'est la maladie de Lyme, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une maladie qui se contracte par morsure de tique et donc qui fait des ravages en France, en Europe et partout dans le monde. Et donc, je suis le conseil d'une association, de l'association France Lyme, le conseil de nombreux malades qui ont la maladie de Lyme et le conseil de nombreux médecins justement par rapport à tout ce qui va être procédure devant le Conseil de l'Ordre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie de Lyme, les médecins qui soignent la maladie de Lyme sont très régulièrement harcelés par les instances ordinales qui ne vont pas reconnaître leurs pratiques et qui vont tout faire pour empêcher ces malades, ces médecins plutôt, de soigner les malades. Alors que l'on a des protocoles qui ont été publiés par la Haute Autorité de Santé, eh bien, vous allez avoir des conseils de l'ordre qui vont considérer que ces protocoles-là ne s'appliquent pas ou bien alors qu'ils sont mal appliqués. Et donc, vous avez de très nombreux médecins qui sont dévoués corps et âme pour les malades de Lyme, qui se voient empêchés de pratiquer ou même de soigner les malades au regard de ces actions ordinales récurrentes qui ont lieu contre eux. Et forcément, le professeur Perron est une référence pour ces médecins. Et très souvent, le professeur Perron est consulté pour avoir une expertise. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai été amené à entrer en contact avec le professeur Perron pour parler de différents dossiers, pour avoir son expertise scientifique par rapport à des dossiers qui passaient devant le Conseil de l'Ordre. Et donc, c'est tout naturellement que depuis de nombreux mois, voire quelques années, j'échange avec le professeur Perron sur cette question précise de la maladie de Lyme. Et donc, quelque part, en fin de compte, vous êtes en train de dire des discussions avec les instances ordinales, des problèmes entre les médecins, avec une forme de liberté de prescrire ou de traiter ou de soigner. C'est quelque chose que vous avez déjà vu et qu'on retrouve avec la Covid, on va dire. Exactement. Ce sont des problématiques que je vois mais très, très, très régulièrement avec la maladie de Lyme. Et là, avec la Covid, eh bien, ça a été complètement exacerbé. Et donc, moi, au regard de mes compétences et des dossiers que je traitais concernant la maladie de Lyme, ou alors les dossiers que je pouvais faire dans le cadre de procédures en droit public, eh bien, quand le Covid est arrivé, j'ai tout de suite été au contact des procédures, au contact des médecins qui voulaient lancer des procédures, au contact des malades qui voulaient lancer des procédures. Et donc, immédiatement, j'ai
j'ai travaillé et j'ai agi dans le cadre de procédures devant le Conseil d'État. Une procédure, donc j'ai lancé une procédure contre le décret relatif à l'hydroxychloroquine. J'ai lancé une procédure contre le décret qui permet l'usage du Rivotril pour les personnes qui sont en fin de vie pour permettre leur sédation. Donc là, ce sont des dossiers très, très lourds. Hein, ça, c'est avec le professeur Trouillat, c'est ça? Exactement, exactement. Que nous avons eu la chance, de l'avoir dans un débriefing. Voilà. Qui était très engagé. Exact. Tout à fait. Donc moi, je travaille beaucoup avec le professeur Trouillas, qui est quelqu'un qui est une éminence. Hein. Et donc, ensemble, nous avons lancé des procédures donc devant le Conseil d'État, mais également devant la Cour de justice de la République, toujours avec cette problématique du Rivotril. Et nous continuons à travailler sur cette problématique du Rivotril. Nous avons recueilli des dossiers de victimes que nous sommes en train sur lesquels nous travaillons. Et on a une force de travail assez particulière, puisque il y a moi qui j'ai l'expertise juridique, le professeur Trouillas a l'expertise scientifique. Et donc, quand je dépose une plainte auprès du Conseil d'État ou de la Cour de justice de la République, eh bien, vous avez ces deux aspects, l'aspect juridique et l'aspect scientifique, qui sont exposés devant les juridictions, ce qui rend nos actions extrêmement fondées d'un point de vue aussi bien juridique que scientifique. Et donc, vous voyez, depuis le mois d'avril, on est sur le pied de guerre hein, dans le cadre de cette crise sanitaire. Et là, aujourd'hui, c'est le professeur Perron qui est attaqué. Et moi, le professeur Perron, depuis la crise du Covid, on est régulièrement en contact par téléphone, puisque il voulait savoir quelles étaient la portée des décisions qui ont été rendues par le Conseil d'État concernant l'hydroxychloroquine. Donc, j'ai pu lui apporter des précisions, un éclairage sur les décisions de justice qui ont été rendues, qu'est-ce qui est permis par rapport à l'hydroxychloroquine, le fait que l'on puisse la prescrire dans le cadre des hôpitaux, mais que les médecins de ville ne puissent pas la prescrire. Bref, j'ai pu avoir avec le professeur Perron, pendant tout le confinement, des échanges. Des échanges, voilà. Exactement. Et là, il a quand même fait l'objet de plusieurs attaques qui sont, on va dire, qui dépassent le concept de la santé publique, puisque ici, on a attaqué aussi la personne et ses compétences de professeur. Donc, vous l'avez conseillé aussi à ce sujet-là? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le professeur Perron, j'ai envie de dire, tout le monde le connaît maintenant. C'est quelqu'un qui est extrêmement modéré. C'est une personne c'est un homme de science qui, quand il s'avance sur un sujet, il s'avance en connaissance de cause. Mais en tout état de cause, ce n'est pas une personne qui va chercher à faire des coups d'éclat pour faire des coups d'éclat. Et donc, c'est quelqu'un dont la voix est forte. Et il se retrouve attaqué par des institutions, par des médecins qui ne vont pas supporter, qui ne supportent pas sa liberté de parole. Clairement, ils ne supportent pas sa liberté de parole, alors que sa liberté de parole, elle est essentielle aujourd'hui en France. Mais elle est essentielle, il l'a en tant que professeur, cette liberté de parole, puisque c'est quand même le propre d'un professeur d'avoir cette liberté d'expression. Tout à fait. Et c'est quelque chose que j'ai déjà soulevé et que je vais encore soulever dans le mémoire en défense, dans la procédure contre la PHP. On y reviendra. Mais voilà, le professeur Perron est un universitaire. Et il a, à ce titre, une quasi-liberté de parole. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les universitaires peuvent s'exprimer très librement, aussi bien dans le cadre de leur service qu'en dehors du service. Et ils peuvent s'exprimer librement dans le cadre de leurs écrits. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce que l'on reproche au professeur Perron, ce sont les propos qu'il a tenus dans son livre, dans son ouvrage. Donc, ce sont des écrits. Et il faut les considérer comme tels, comme des écrits d'universitaires. Et en France, les universitaires qui peuvent être sanctionnés pour leurs propos sont des universitaires qui vont tenir des propos qui vont être xénophobes, antisémites. Il y a la jurisprudence Gollnisch, par exemple, qui était à Lyon. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'on peut sanctionner un universitaire qui va tenir des propos qui vont être négationnistes, antisémites. Là, on est, en ce qui concerne le professeur Perron, sur des propos qui vont toucher à la science ou à une crise
de santé publique. Et donc, il s'exprime en tant qu'expert infectiologue. Il faut quand même rappeler que le professeur Perron a une expertise incontestée. Il est infectiologue. Ce n'est pas, avec tout le respect que je dois aux généralistes, ce n'est pas un simple généraliste qui il a une parole qui est quand même de l'universitaire, de l'expert. Et donc, vous avez un professeur qui donne son opinion sur une crise majeure de santé publique, et c'est sur cette opinion, sur cette expertise, qu'on le critique, qu'on va tenter de le condamner, alors qu'il est totalement légitime. C'est même une des personnes les plus légitimes de France à donner son opinion sur cette crise sanitaire. Donc, et je tiens à rappeler que lorsqu'il donne son opinion, il ne fait aucune accusation ad hominem, il ne va insulter personne, il ne va citer personne pour en dire du mal. Les médecins qu'il va citer, il va les citer dans le cadre de sources. C'est-à-dire quand il va citer le nom d'un médecin, c'est pour citer ses sources. Et on se retrouve, comble du ridicule, avec une plainte, enfin le professeur Perron qui reçoit une plainte parce qu'il a cité un médecin dans ses sources et que l'on va l'accuser d'avoir dit du mal de ce médecin. Alors que ce même médecin, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas lui faire de publicité sur son compte Twitter, ce même médecin, depuis 6 mois, va déverser des torrents de fausses nouvelles ou des appels à agir contre le professeur Perron sur son compte Twitter. Et ce jeune médecin, lui, on ne va rien lui dire. Donc, vous voyez, on est sur un 2 poids 2 mesures qui est totalement scandaleux. D'un côté, une espèce de renversement, on va dire. C'est ce jeune médecin qui a traité de charlatan. C'est ça, le professeur Perron et le professeur Raoult, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Mais je veux dire, traiter un médecin de charlatan, c'est peut-être ce qu'il y a de moins grave. C'est-à-dire que ce jeune médecin, il a quand même lancé des pétitions contre Perron. Ce qu'il faut savoir, c'est que le professeur Perron, il a des pétitions de soutien. Vous avez tous les jours des pétitions pour quelque chose, une pétition pour soutenir, etc. Mais là, quand vous avez un médecin qui va lancer une pétition contre quelqu'un, ça veut dire qu'il veut rameuter des personnes dans le cadre d'une expression qui vise à nuire un de ses confrères, une pétition contre. Et ce jeune médecin, le Conseil de l'ordre ne lui dit rien, rien du tout. Donc le professeur Perron a déposé une plainte devant le Conseil de l'ordre la semaine dernière contre son médecin. On a communiqué dessus sur les réseaux sociaux. Hein. Le professeur Perron a communiqué dessus sur son compte Facebook. Je vous dis, moi, je ne veux pas prononcer le nom de ce médecin, ce serait lui faire pas de problème. Mais voilà, ceux qui connaissent la problématique le reconnaîtront. Et en tout cas, cette affaire-là va se régler devant les instances ordinales et on verra si les conseils de l'ordre sont objectifs et ils joueront leur crédibilité, que ce soit le Conseil de l'ordre de Paris, le Conseil de l'ordre des Hauts-de-Seine, ils joueront leur crédibilité sur la manière dont ils vont traiter les plaintes ordinales qui ont été déposées à l'encontre du professeur Perron. Ça, c'est évident. Là, en fait, vous dites que si jamais le Conseil de l'ordre ne se saisit pas de cette problématique contre cet autre médecin, c'est que c'est 2 poids 2 mesures, on va dire. Exactement. Vous m'avez parfaitement compris. Et j'ai envie de dire, il y a ce médecin dont je parle en particulier, mais j'ai vu des choses complètement ahurissantes. Vous avez un médecin qui est, je crois, le mari d'un secrétaire d'État, qui a traité sur des plateaux télé le professeur Perron de Jean-Marie Bigard de la médecine. Alors, je ne sais pas si Jean-Marie Bigard est une insulte, mais je pense que ce n'était pas pour rendre hommage au professeur Perron qui l'a traité de la sorte. Mais vous avez des médecins qui, sur les plateaux télé, vont insulter le professeur Perron, et ces médecins-là, on ne va rien leur dire. Rien leur dire. Alors que comme et là, vous allez faire une procédure contre ces médecins aussi, ou bien vous attendez du Conseil de l'ordre qui fasse un exemple et qui… Alors non, justement, on est en train de travailler dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'un médecin
pourra insulter le professeur Perron ou en dire du mal, on se réserve le droit de faire une procédure ordinale. C'est-à-dire qu'il y a des instances ordinales qui sont chargées de régler les problèmes entre praticiens. C'est à elles de se saisir de ces problèmes-là. Donc, si elles ne s'en saisissent pas toutes seules, donc le professeur Perron sera en droit de porter les dossiers devant les instances ordinales. Elle l'a déjà fait pour le jeune infectiologue dont je vous ai parlé, qui l'a harcelé sur Twitter. Le professeur Perron se réserve le droit de le faire pour tous les médecins qui l'insulteront publiquement. D'accord. Donc, et les instances ordinales, parce que ça, c'est ce que vous faites, c'est vous utilisez cette procédure, on va dire, pour essayer que entre médecins, ils arrivent à trouver un consensus. Elles ont quoi comme pouvoir juridictionnel, on va dire quelles peuvent être les conséquences d'une décision ordinale, juste que je puisse comprendre. Alors, en fait, je suis désolé si les propos que je vais tenir font un petit peu court de droit. Mais je vais essayer d'être clair. Alors, on va distinguer déjà deux types de procédures. Les procédures ordinales, qui relèvent des conseils de l'ordre, et les procédures judiciaires, et donc la procédure judiciaire que je vais intenter à l'encontre de la décision de l'AP-HP de retirer au professeur Perron sa chefferie de service. Ça, c'est une procédure devant le tribunal administratif. J'en parlerai plus tard si vous le voulez. Donc, pour l'instant, je ne vais parler que des procédures ordinales. Donc, les procédures ordinales, en fait, il s'agit qu'on porte une plainte devant un conseil départemental. Ou alors, le Conseil national de l'ordre peut se saisir lui-même d'une problématique. Et les plaintes sont déposées pour les médecins devant le conseil départemental, et le conseil départemental a la possibilité ensuite de transmettre cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance. En fait, ce n'est pas le conseil départemental qui va trancher le dossier, qui va juger, si je puis dire, l'affaire. Ça va être la chambre disciplinaire de première instance. Cette chambre disciplinaire, elle est composée de médecins et d'un magistrat de l'ordre administratif. Et c'est cette chambre disciplinaire qui peut prononcer des sanctions qui vont du blâme jusqu'à la suspension. Ou même, on peut radier un médecin. Donc, c'est la chambre disciplinaire qui prononce les sanctions suite à un échange de mémoire, un échange de dossiers contradictoires et suite à une audience publique. Donc, c'est la chambre disciplinaire et on peut faire appel d'une décision de la chambre disciplinaire. Donc, vous voyez, vous avez toute une procédure ordinale qui part d'une plainte déposée au Conseil de l'ordre et ensuite, cette plainte va être transmise à la chambre disciplinaire qui va juger et instruire. Donc, ce sont des procédures très particulières qui suivent des délais un peu long, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir des... Moi, j'ai beaucoup de dossiers qui ont été commencés en 2018 et qui n'ont pas encore été appelés. Donc, ça peut prendre un certain temps. Donc, ça, c'est pour la partie ordinale. Et ça concerne donc la plainte que le professeur Perron a déposée devant le Conseil de l'ordre de Paris, visant ce jeune médecin. Cela concerne la plainte du Conseil national de l'ordre des médecins, qui a été déposée à l'encontre du professeur Perron, plainte dont on a appris l'existence hier par la presse, et donc je n'ai pas encore les éléments de cette plainte, et je ne peux pas en discuter avec vous précisément. Mais ce qu'il faut savoir, quoi qu'il en soit, c'est que ces plaintes-là concernent uniquement des manquements au code de déontologie médicale. C'est-à-dire que le Conseil de l'ordre n'a pas la possibilité de produire une plainte et de transmettre une plainte à la chambre disciplinaire de première instance qui concernerait autre chose que des violations du code de déontologie. Par exemple, la chambre disciplinaire ne va pas traiter de diffamation, elle ne va pas traiter d'insultes, elle ne va pas traiter de cyberharcèlement. Et je vous explique cela parce que forcément, dans les plaintes qui ont été déposées par le professeur Perron, on parle de diffamation, on parle d'insultes, on parle de cyberharcèlement. Mais tout cela, c'est pour dire que ces plaintes, ces insultes, ces diffamations, ce cyberharcèlement ont causé des manquements au code de déontologie.
Et en fait, c'est le code de déontologie qui est violé par des faits qui seraient qualifiés de diffamation, de mensonge, de cyberharcèlement par les juridictions pénales. Donc, on a des qualifications qui sont différentes au regard des chambres disciplinaires. Mais on s'appuie sur des manquements ou sur des manquements au code pénal pour faire comprendre à la chambre disciplinaire que les violations du code de déontologie dont est victime le professeur Perron sont très graves. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous donnez une chance au système, on va dire, à l'ordre établi des médecins, de résoudre ce problème entre eux en leur faisant valoir des raisons d'ordre pénal afin qu'ils puissent prendre la mesure des attaques qui ont été portées contre lui. C'est quelque part pourquoi vous essayez de leur donner cette chance avant éventuellement une autre action si vous n'obtenez pas satisfaction ou si vous estimiez que on va dire, justice n'est pas faite, que le code de déontologie n'est pas respecté. Exactement, exactement. C'est cela. En fait, on reste quand même, on reste sur des procédures ordinales parce qu'à partir du moment où ces procédures concernent deux médecins, s'il y a une chambre disciplinaire et des instances ordinales, il y a une raison. Et donc, avant de partir sur d'autres juridictions, on va d'abord s'adresser aux juridictions ordinales parce que si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Donc d'abord, on part sur la juridiction qui a été créée pour régler les litiges entre médecins. Donc, et là, on a vu dernièrement que le Conseil de l'Ordre, je crois que c'était hier ou avant-hier, avait intenté une procédure contre 6 médecins, dont le professeur Raoult, le professeur Perron, et aussi ça c'est en atteinte au code de la déontologie, j'imagine. Tout à fait. C'est l'atteinte au code de la déontologie. Et ce qu'il faut Donc savoir, chacun y va de sa procédure en ce moment, on va dire. Tout à fait. Chacun y va de sa procédure. On peut espérer que les gens se retrouvent et qu'ils puissent laver leur linge sale en famille, peut-être. En tout cas, puisque vous parlez de laver son linge sale en famille, les procédures ordinales, justement, sont faites pour que le linge sale soit lavé en famille. Puisque, comme je vous l'ai dit, les chambres disciplinaires sont composées de médecins et d'un magistrat des juridictions administratives. Et donc, le linge sale est lavé justement en famille. Et vous avez une possibilité de choisir les membres de ce conseil disciplinaire? Ah non, pas du tout. Non. La composition dépend de l'ordre des médecins. Non, du tout. Nous, on ne choisit absolument pas qui va se retrouver face à nous dans le cadre d'une instance devant la chambre disciplinaire. Ça, c'est une partie. Donc, l'autre partie, c'est la procédure contre la PHP. Voilà, donc vous avez bien compris, la partie disciplinaire, on vient d'en parler. Donc maintenant, on va revenir sur la partie APHP. Donc, la semaine dernière, le 17 décembre, donc Martin Hirsch a notifié au professeur Perron une décision par laquelle il lui retire sa chefferie de service. Donc, le professeur Perron reste médecin, bien entendu, il reste infectiologue à Garches, mais il n'est plus chef de service. Il s'agit là d'une décision administrative prise par une personne publique, la PHP, qui est susceptible de recours devant les juridictions administratives. Donc, cette décision-là va être contestée devant le tribunal administratif de Paris. Et elle sera contestée au regard de plusieurs moyens. D'abord, en ce qui concerne la forme de la décision, c'est-à-dire la décision, on va mettre en avant le fait que la décision, elle a été prise sans que les règles procédurales normales n'aient été respectées. Je donne un exemple. Voilà. Le professeur Perron a été convié à un entretien avec Martin Hirsch, et à la fin de l'entretien, il lui a remis sa lettre. Comme ça. C'est un peu brutal. C'est un peu brutal, vous l'avez dit. Donc, on va contester. Il y a des procédures précises, normalement, quand l'on prend une sanction à l'encontre d'une personne, d'un fonctionnaire, d'une personne qui dépend de la fonction publique normale ou de la fonction publique hospitalière. Il y a des règles très précises à respecter quand l'on doit sanctionner un fonctionnaire ou un agent de la fonction publique.
hospitalière ou fonction publique d'État. Bref, là, on va mettre en avant que les règles n'ont absolument pas été respectées. Ça, c'est pour la violation de la procédure. Et ensuite, surtout, ce que l'on va soutenir, au fond, c'est que cette décision vise à sanctionner le professeur Perron au regard de propos qu'il a tenus. Et donc, que cette sanction vise à sanctionner l'usage qu'a fait le professeur Perron de sa liberté d'expression. Et c'est extrêmement grave. Et c'est un point fondamental. On a l'AP-HP, en sanctionnant le professeur Perron, envoie un message très clair en disant aux universitaires, et que ce soit dans le monde médical ou bien dans le monde universitaire plus généraliste, on envoie le message aux universitaires en disant les propos que vous pourriez tenir dans des ouvrages, dans les médias, ces propos-là peuvent vous valoir des sanctions administratives, même si ces propos restent dans le cadre de la loi. C'est-à-dire qu'on sait que des propos tenus par des universitaires, et j'en reviens au cas de Goldnich, c'était dans les années 2000, des propos tenus par des universitaires peuvent leur valoir des sanctions si ces propos sont pénalement répréhensibles, du type négationnisme ou propagation de messages haineux. Donc ça peut valoir des sanctions. Bien entendu, les universitaires ne sont pas au-dessus des lois lorsqu'il s'agit de tenir des propos au regard de la liberté d'expression. Mais ce qu'a fait Martin Hirsch, c'est qu'il a sanctionné un universitaire pour des propos qui concernent une analyse d'une situation et une critique d'une politique de santé publique. Y a-t-il besoin de le rappeler? On est face à une crise sanitaire exceptionnelle. On a une personne qui est bien fondée pour commenter, pour tenir des propos sur cette crise, qui le fait. Et on va la sanctionner. C'est totalement inacceptable, inadmissible. On affecte la liberté d'expression de cette personne. On affecte la liberté d'expression de cette personne et de tous les universitaires de France. C'est totalement inadmissible. Et comme je vous dis, tous les propos qu'a tenus le professeur Perron sont des propos qui relèvent de son domaine de compétence. Et si le professeur Perron ne peut pas s'exprimer sur ce domaine de compétence-là, alors qui va le faire? Qui va le faire? Donc, encore heureux qu'il pouvait s'exprimer, il doit continuer à pouvoir s'exprimer et surtout, on ne peut pas sanctionner le professeur Perron pour ses propos au regard de la crise sanitaire. Ce n'est pas possible. Ce qui veut dire que si quelque part il ne venait à pas s'exprimer, c'est qu'il manquerait à son devoir professionnel quelque part, si on le regarde de l'autre côté. Alors là, concrètement, s'il ne s'exprime, le devoir professionnel d'un professeur de médecine et d'un médecin, c'est de soigner. C'est de soigner. Et en fait, le fait de ne pas s'exprimer, d'une manière générale, ne pourrait pas être reproché à un médecin. En fait, un médecin, il doit soigner, mais il doit également alerter. Et là où le professeur Perron a un devoir, c'est le devoir d'alerter les autorités sanitaires sur différents manquements qu'il peut y avoir au regard de la gestion de la crise sanitaire. Ça, c'est, je considère, un devoir. Comme de la même manière, moi, en tant qu'avocat, je considère que j'ai le devoir d'intenter des actions en justice lorsqu'il y a des injustices flagrantes qui sont commises, ou alors que l'État va prendre un arrêté, une décision qui va à l'encontre de l'intérêt public. Donc, c'est mon devoir d'avocat de porter les choses devant les juridictions administratives judiciaires. Et le professeur Perron, lui, eh bien, c'est son devoir de médecin d'alerter sur une situation concernant une crise sanitaire. Bien entendu, situation critique.
une situation critique. On a entendu Martin Hirsch déclarer à la télévision qu'il avait reçu le soutien d'une grande majorité de médecins. Je vous ai entendu dire tout à l'heure qu'il y a un jeune infectiologue qui a fait une pétition pour le professeur Perron et que cette pétition, elle a reçu un petit nombre de soutiens. Je crois que c'est quelque chose de l'ordre de 3000. Donc, quelque part, il y a une déconnexion entre ce que dit Martin Hirsch en termes d'avoir reçu un grand nombre de médecins, enfin, le support d'un grand nombre de médecins. Est-ce que c'est une partie des médecins? Est-ce que le professeur Perron est-ce que vous avez reçu des soutiens de médecins? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, oui, le professeur Perron reçoit énormément de soutien de médecins. Ça, c'est absolument très, très impressionnant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au sein de la PHP, il y a eu des réunions qui ont été tenues par des médecins avant que Martin Hirsch ne prenne sa décision. Et il est vrai qu'au sein de la PHP, de nombreux médecins se sont prononcés contre Perron et ont demandé à Martin Hirsch de prendre la sanction qu'il a prise. Et c'est vrai qu'au sein de la PHP, j'ai quand même l'impression que le professeur Perron ne s'est pas fait que des amis. Mais la PHP, comme vous le savez, c'est un paquebot, c'est absolument immense. C'est voilà, ça comprend de nombreux hôpitaux. Mais ce que je sais, moi, c'est qu'à Garches, là où exerce Perron, eh bien, il y a un soutien énorme pour le professeur Perron. Là où exerce le professeur Perron... On a pu voir ça hier, puisqu'il y a eu une Exactement. manifestation, je crois, avec 1 millier ou 1500 personnes. Exactement. Là où exerce le professeur Perron, il est soutenu. Dans les autres hôpitaux de la PHP, c'est clair qu'il est moins soutenu. D'accord. Donc, il est isolé, il est soutenu par la communauté des médecins avec qui il travaille, est reconnu internationalement, mais au sein de son univers professionnel à la PHP, qui est un sous-ensemble. C'est un paquebot en France, mais c'est un sous-ensemble. Alors, il a des détracteurs. Est-ce que vous me permettez de revenir quelques mois en arrière, avant le Covid même, pour vous exposer un petit peu le pourquoi il pourrait être isolé. Là, je vais reparler de la maladie de Lyme. Comme je vous l'ai dit, le professeur Perron est vraiment une sommité en ce qui concerne la maladie de Lyme. C'est un de ceux qui s'est le plus engagé pour faire évoluer les traitements et pour chercher à comprendre comment on pouvait le mieux soigner les malades de Lyme. Mais surtout, le professeur Perron, il tente de soigner des malades de Lyme chroniques. Et le soin qu'il apporte à ces malades de Lyme chroniques va expliquer beaucoup de choses. La maladie de Lyme, elle va être acceptée par l'ensemble des médecins à partir du moment, dans sa forme primaire. C'est-à-dire que vous êtes mordu par une tique, et on va considérer qu'à ce moment-là, vous avez la maladie de Lyme, mais si vous avez un traitement rapide, vous êtes soigné de la maladie de Lyme. Par contre, de très nombreux infectiologues vont considérer que la maladie de Lyme au stade chronique n'existe pas. C'est-à-dire les gens qui ont été mordus par une tique et qui, des années plus tard, vont continuer à percevoir des symptômes extrêmement invalidants et qui vont souffrir de cette maladie. Eh bien, vous avez de très nombreux infectiologues qui ne reconnaissent pas cette chronicité. Et parmi ces infectiologues, ce sont les infectiologues de la SPILF. Vous en avez peut-être entendu parler. La SPILF a porté plainte contre Raoult, justement, devant le Conseil de l'Ordre. La SPILF, c'est la Société savante de l'infectiologie, c'est ça? Exactement. La Société d'infectiologie française. Et donc, la SPILF ne reconnaît pas le Lyme chronique, la maladie de Lyme chronique. Et c'est un lobby extrêmement fort, la SPILF. Très, très fort. Et donc, tout ce que va dire Perron, en ce qui concerne le Lyme chronique, la SPILF va le rejeter. Mais là où ça va être encore plus grave, c'est que vous avez des réunions qui se tiennent à la Haute Autorité de Santé pour élaborer les protocoles de soins pour les malades de Lyme. Et la Haute Autorité de Santé a élaboré un protocole de soins en 2018 qui reconnaît
la chronicité de la maladie de Lyme. Mais figurez-vous que la SPILF s'est opposée à ce moment-là à ce que la chronicité de la maladie de Lyme soit reconnue. Et figurez-vous que, alors que la Haute Autorité de Santé diffusait un protocole de soins prenant en compte la chronicité de la maladie de Lyme, la SPILF a diffusé un protocole de soins dissident, si je puis dire, qui ne reconnaît pas cette chronicité. Et vous allez avoir certains conseils de l'ordre qui vont vouloir sanctionner des médecins parce qu'ils appliquent le protocole de la Haute Autorité de Santé officiel et pas le protocole de la SPILF. Donc vous avez des conseils de l'ordre qui voudraient que l'on applique le protocole de la SPILF. La SPILF est en train de jouer un jeu où elle veut imposer ses méthodes de soins auprès des malades de Lyme, des méthodes qui ne reconnaissent pas la chronicité. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le Sénat a dit clairement qu'il n'y avait qu'un seul protocole de soins qui pouvait être appliqué, c'est celui de la HAS, et elle a condamné la pratique de la SPILF qui essaie d'imposer son protocole de soins. Donc on est dans une situation quand même où vous avez une société savante, en tout cas qui se revendique société savante, mais c'est un lobby, concrètement c'est un lobby, qui va essayer, qui fait pression sur les autorités sanitaires pour que l'on ne reconnaisse pas la chronicité d'une maladie qui est extrêmement, extrêmement grave et qui est un fléau aujourd'hui en France. Et donc, vous avez dans tout cela le professeur Perron, qui est un des rares infectiologues, il y en a d'autres, mais qui est le professeur Perron, qui est un infectiologue qui se bat justement pour soigner les malades de Lyme chronique. Et vous comprenez mieux maintenant, puisque vous avez ce lobby très puissant de la SPILF, vous comprenez mieux pourquoi le professeur Perron est sujet à d'innombrables attaques depuis de nombreux mois, et qu'il était déjà dans le viseur de la SPILF et de ce lobby d'infectiologues, il était déjà dans leur viseur. Et alors, avec la crise du Covid-19, eh bien, comme le professeur Perron était déjà dans leur viseur, eh bien, alors là, ils ont tiré sur la détente pour essayer de la battre, concrètement. Donc, vous avez le lobby qui est extrêmement nuisible. Là, je n'hésite pas à le dire. Et vous savez, donc, une société savante qui ne respecte pas la Haute Autorité de Santé. Exactement. Et je vais comme vous dire étant légitime, alors que le Sénat a décrété. Donc, quelque part, je n'ai aucun problème à le dire parce que j'ai déposé pour le compte d'une association, l'association France Lyme, une plainte pénale contre la SPILF au regard de ces pratiques. Parce que les pratiques de la SPILF, au final, eh bien, elles portent atteinte à tous les malades de Lyme de France. Parce que la SPILF, en ne reconnaissant pas la chronicité de la maladie de Lyme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut empêcher que les malades de Lyme chroniques puissent se soigner. Et cela, si ce n'est pas une mise en danger de la vie des malades de Lyme, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il y a une plainte juste qui a été déposée contre la SPILF. Pour les auditeurs, la SPILF, c'est quel médecin? C'est ceux qu'on a vus sur les plateaux de télévision? C'est ce jeune inspectiologue? Pour faire le lien? Pour faire le lien, ce ne sont pas vous avez certains médecins que l'on voit sur les plateaux de télévision, justement, qui font partie de la SPILF. Est-ce qu'on peut faire une pause 30 secondes? C'est possible? Donc, on était en train de parler des médecins qui sont à la SPILF et de ceux qu'on voyait sur les plateaux de télévision. Tout à fait. Alors, je ne sais pas concrètement si parce que je ne suis pas tous les débats télévisés dans lesquels il y a des infectiologues, hein, mais vous pouvez être assuré que certains médecins qui interviennent sur les plateaux font partie de la SPILF. Et le jeune infectiologue dont on parle, je ne sais pas s'il en fait partie, mais je sais qu'il travaille avec des médecins qui en font partie. Donc concrètement, vous avez ce lobby, voilà, qui aujourd'hui, en France, je ne vais pas parler de pouvoir, mais tente de prendre le pouvoir en ce qui concerne les préconisations liées à différentes maladies. Et en ce qui concerne le Covid,
cela ne fait pas exception. Donc, c'était important, et je vous remercie de m'avoir accordé un petit peu de temps, parce que de tout remettre dans ce contexte. Vous avez ce contexte voilà, qui part de la maladie de Lyme, de l'engagement du professeur Perron pour les malades de Lyme, et vous, cet engagement que le professeur Perron a vissé au corps, eh bien, vous le retrouvez dans son engagement dans la crise du Covid, et c'est ce qui lui vaut aujourd'hui toutes ces attaques, toutes ces accusations. Donc, on n'avait pas réussi à l'abattre dans son combat pour le maladie de Lyme, qui avait mené à ce protocole reconnu par l'HAS, avec un protocole dissédant. Donc, malgré toute la puissance de ce lobby, ils n'ont pas réussi à l'abattre. Donc, en fait, ils se servent de la Covid et de ce prétexte pour trouver un moyen pour l'abattre. C'est ce que vous êtes en train de... Tout à fait. Il a une liberté de parole, le professeur Perron, une liberté de parole qui est heureuse, encore heureux, mais cette liberté de parole, elle déplaît. Et je vous ai expliqué maintenant pourquoi elle pouvait déplaire, parce que vous avez des lobbies extrêmement puissants. Et je voudrais aussi faire un point sur quelque chose qui est totalement sidérant. Le professeur Raoult en a parlé dans son intervention, et au Sénat ou à l'Assemblée nationale, et on a moqué le professeur Raoult quand il a parlé du laboratoire Gilead. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on en parle 2 minutes. Vous avez le professeur Perron qui promeut la prise d'un médicament, l'hydroxychloroquine via le plaquenil, qui a très peu d'effets secondaires, qui n'a fait aucune victime, quoi que certains en disent, et ce médicament qui coûte pratiquement rien. Donc, le professeur Perron promeut l'utilisation de ce médicament. Et à côté de ça, vous avez un laboratoire, Gilead, qui promeut l'utilisation du Remdesivir, qui est un médicament qui coûte horriblement cher, et qui a été totalement déconseillé par l'OMS. Totalement. C'était en novembre. Et donc, vous avez ce laboratoire qui tente de pousser pour que son médicament soit acheté, le laboratoire Gilead, pour que son médicament soit acheté. Et à côté de ça, vous avez des médecins comme Perron ou Raoult qui promeuvent des médicaments qui coûtent pratiquement rien. Donc forcément, on peut se poser la question de la force des lobbies qui sont autour de Gilead pour tenter de décrédibiliser tous les praticiens qui vont promouvoir des médicaments qui s'opposeraient au Remdesivir. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on en parlait de ce médicament, le Remdesivir, au printemps, mais à l'automne, là, au mois de novembre, si vous permettez, vous avez Le Monde, dans son édition du 28 novembre, qui a titré « Covid-19, l'Europe flouée sur le Remdesivir. Gilead a vendu son antiviral à la Commission européenne tout en sachant qu'un essai montrait son inefficacité. » Je n'invente pas, c'est Le Monde. Cet article est passionnant et il montre comment Gilead a vendu pour des millions d'euros, ou prévendu pour des millions d'euros à l'Europe, le Remdesivir, qui est totalement inutile, qui ne sert à rien et qui pourrait éventuellement être dangereux. Donc, on n'est pas dans de la fiction, là. On reproche au professeur Perron d'avoir promu l'hydroxychloroquine, alors qu'il n'y avait rien à en tirer d'un point de vue financier de cette promotion. Et d'un autre côté, vous avez Gilead qui promeut le Remdesivir, et quand bien même l'OMS déconseillerait son utilisation, quand bien même on aurait montré que le Remdesivir était inefficace, elle en a vendu pour des millions d'euros à l'Union européenne. Je tiens à rappeler quand même que l'Union européenne, voilà, on est dans l'Union européenne. Fort heureusement, la France, il faut rendre hommage à la France sur cette action, n'a pas préempté certains lots de Remdesivir. Mais vous vous retrouvez avec des infectiologues qui continuent, malgré tout, à soutenir le Remdesivir, ou alors à dire qu'il faut encore voir. Et le jeune infectiologue dont je vous parlais, sans citer son nom, il fait partie de ceux qui, alors que l'OMS avait déconseillé l'usage du Remdesivir, sur certaines publications sur Internet,
continue à dire le remdesivir, il faut voir, attendons la fin des essais, etc. Donc, vous avez ce jeune infectiologue qui va insulter le professeur Perron parce que celui-ci a fait la promotion de l'hydroxychloroquine, et à côté de ça, va continuer à soutenir le remdesivir malgré les avis de l'OMS. Je pense sérieusement qu'à un moment, le Conseil de l'ordre doit se poser la question sur qui sont les véritables charlatans. Il faudrait que le Conseil de l'ordre des médecins recense tous les médecins qui ont fait la promotion du remdesivir et qu'ils leur adressent le même courrier qu'ils ont adressé au professeur Perron. Ça, c'est clair et net. Et encore une fois, vous avez un deux poids, deux mesures totalement insupportable, où vous avez un professeur, le professeur Perron, qui va promouvoir un médicament qui est avéré, qui a déjà été essayé pour diverses pathologies, et dont on sait que le bénéfice risque, la balance entre le risque et le soin ne pose pas de problème. Et vous avez à côté de ça des médecins qui vont promouvoir le remdesivir, qui est un médicament dont la dangerosité a été mise en avant. Donc, en fait, quelque part, vous dites que l'ASPILF ne respecte pas l'autorité de la HAS et que ce jeune infectiologue de l'ASPILF ne respecte pas l'autorité de l'OMS quand il s'agit de… En tout cas, c'est les questions que je pose. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je pose des questions. Les différents recours en justice que j'ai intentés via mes différents clients visent à poser des questions. Ils visent à poser des questions. Et concrètement, parmi les questions que l'on pose, c'est pourquoi on va harceler les médecins qui font la promotion du Plaquenil et pourquoi on va laisser tranquille les médecins qui font la promotion du remdesivir, et alors que l'on sait que Gilead, concrètement, est une entreprise qui fait du lobbying auprès des gouvernements, auprès des médecins, pour refourguer à prix d'or un médicament qui ne sert à rien. Alors moi, je n'ai pas envie de me faire attaquer en diffamation par Gilead, mais concrètement, je vais poser une question. Quand vous avez des gens qui font pression pour revendre à prix d'or quelque chose dont vous n'avez pas besoin, comment est-ce qu'on appelle cela? Je pose la question, je vous laisse réfléchir. Donc, en fait, ce à quoi vous faites référence sont les liens d'intérêt qui peuvent exister entre ces médecins et ce laboratoire, et quelque part, les questions qui ont été posées à l'Assemblée nationale et au Sénat au niveau de l'influence de potentiels liens d'intérêt ou de conflits d'intérêt. Ce sont des questions légitimes. Ce sont des questions tout à fait légitimes. Tout à fait. Juste pour revenir un peu sur le professeur Perron, il est dans quel état d'esprit aujourd'hui? Parce que quand on se fait attaquer… Déjà, il est combatif. Déjà, il est très combatif, le professeur Perron. Ça y est, il faut le savoir. Il est entouré de bons avocats, si je puis dire. Alors, quand je dis de bons avocats, je ne parle pas pour moi, il y a également Séverine Mana, à qui je tiens à rendre hommage, qui est l'avocate qui l'accompagne avec moi sur les plaintes ordinales et la défense des plaintes ordinales, et qui sera à ses côtés dans les différentes séances de conciliation. Donc, je tiens à rendre hommage, un hommage appuyé à Séverine Mana, qui participe également à la défense du professeur Perron. Donc, il est assisté, il est combatif, et surtout, il est dans un état d'esprit, quand même, où il ne comprend pas, quoi qu'il en soit, certaines de ses décisions. Et la décision de la PHP, je ne vais pas vous le cacher, elle l'a plus que surpris, mais c'est tout à fait normal qu'elle l'ait surpris, parce qu'elle est incompréhensible, cette décision. Donc, s'il n'avait pas été surpris, il y aurait eu un problème. Donc, le professeur Perron a été totalement surpris par cette décision de la PHP, qui est incompréhensible, scandaleuse. Et en ce qui concerne les décisions prises par l'Ordre national des médecins, eh bien, c'est du même acabit. Ce sont des décisions qui sont scandaleuses, donc qui sont choquantes. Il a également été surpris, et venant de l'Ordre national des médecins, c'est totalement incompréhensible. Donc, il y aurait encore beaucoup à dire sur l'Ordre national des médecins, mais quoi qu'il en soit, les décisions qui ont été prises à l'encontre du professeur Perron sont totalement scandaleuses, incompréhensibles, et il est dans un état d'esprit extrêmement combatif,
et il ne compte pas se laisser faire. Ça, c'est évident. Comment expliquez-vous, en fait, on a vu le professeur Zhao, qui a été aussi sujet de violentes attaques, qui a mandaté un avocat, Maître Divisio, pour prendre sa défense il y a un peu plus d'un mois de cela, je crois, peut-être un mois et demi. Il y a beaucoup de personnes qui se sont posées la question de savoir comment se fait-il que le professeur Perron avait tant tardé. Donc, est-ce que parce qu'il a voulu laisser la place au dialogue, il a voulu laisser la place à la stabilisation? Mais alors, parce qu'il n'y avait pas le professeur Perron, comme je vous dis, moi je suis en contact avec le professeur Perron depuis plusieurs mois, mais le professeur Perron n'avait pas fait l'objet de plaintes ordinales ou de décisions administratives qui lui imposaient de prendre un avocat. Donc, il faisait l'objet de ce harcèlement en ligne par le jeune infectiologue, mais on suivait le dossier, on suivait, et on avait dit au professeur Perron, on va faire une procédure ordinale. Il se trouve que tout se fait en même temps, au mois de décembre. Mais on était aux côtés du professeur Perron depuis de nombreuses semaines, et on ne voulait pas annoncer une action, pour faire du buzz dans les médias. Donc là, je prends la parole pour le compte du professeur Perron parce qu'il y a de quoi parler, il y a des actions qui ont été prises à son encontre, le professeur Perron a déposé des plaintes ordinales, donc là, il y a matière à prendre la parole en tant qu'avocat pour représenter le professeur Perron. Jusqu'à présent, le professeur Perron pouvait se représenter très très bien lui-même, et sa parole dans les médias, c'était une parole de scientifique, une parole d'expert, une parole qui était très importante, et il n'avait pas à prendre la parole pour se défendre au regard d'attaques sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Donc il avait la parole du professeur Perron, elle était focalisée sur son expertise, et c'est aujourd'hui qu'il est l'objet d'attaques officielles de la part d'instances ordinales ou de la PHP, que l'on peut réagir par voie d'avocat. D'accord. Donc, c'est très clair. Écoutez, Maître Thomas Benazès, merci beaucoup de nous avoir donné tout ce temps pour nous expliquer que si vous avez attendu, c'est parce qu'il n'y avait pas de raison de le faire, mais que vous étiez dans l'observation. Vous avez expliqué que les motifs sont sûrement plus anciens que la Covid, que ce règlement de compte, que si jamais on essaye d'attaquer le professeur Perron, c'est pour son combat contre une autre maladie que celle dont on parle aujourd'hui, et qu'aujourd'hui il est bien entouré et combatif. On vous remercie. Est-ce que je peux avoir un... Bien sûr, allez-y. L'autre fin, c'est par rapport à la maladie de Lyme dont vous parlez. J'ai lu des choses où on va critiquer le professeur Perron sur ses propos concernant le Covid en rappelant des choses, en rappelant son action sur la maladie de Lyme. Et j'ai lu des choses qui sont à vomir, hein, je tiens à le dire, notamment du journal Libération. Le journal Libération va parler d'une sphère autour de la maladie de Lyme avec des associations qui seraient proches d'un fonctionnement sectaire. Bref, j'ai lu des choses qui sont vraiment dégueulasses à l'encontre du professeur Perron dans son action contre la maladie de Lyme. Et tout ce qui peut être dit contre le professeur Perron sur cette action va avoir des conséquences sur les malades, les associations, etc. Et donc, je tiens à dire ici clairement que toutes les accusations à l'encontre du professeur Perron vont également toucher de très nombreuses personnes, vont les atteindre, parce qu'ils savent que le professeur Perron est une des rares autorités à prendre position pour eux, pour les défendre. Je parle notamment au niveau de la maladie de Lyme. Et il est totalement dégueulasse, inacceptable de renvoyer toutes les personnes qui luttent pour que les malades de Lyme soient mieux traités et soignés, et en insultant ces personnes. C'est totalement scandaleux, comme ce qu'a fait le journal Libération récemment. Voilà, c'était mon mot de la fin, et je vous remercie de m'avoir laissé ce long moment pour m'exprimer. Écoutez, merci beaucoup, Maître Thomas Benazès, de nous avoir accordé tout ce temps. Donc, c'est
interview fleuve, on va dire. Vous avez abordé beaucoup de sujets qui comprennent la procédure ordinale et la procédure devant le tribunal administratif contre la PHP, avec ce que vous avez appelé une approche un peu surprenante et brutale. On vous réinvitera avec grand plaisir pour que vous nous teniez au courant quand vous avez quelque chose à dire, puisque vous avez décidé de parler quand vous avez quelque chose à dire. Donc, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup.